On est Parashat Noach, 5785. Et il va falloir profiter des brachot que l'on a reçus à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a reçu un tachlit. À Rosh Hashanah, on a reçu un but, un tachlit. On a reçu ce qu'on doit faire dans l'année. Tout le travail de l'année, on l'a reçu à Rosh Hashanah. C'est comme une bracha particulière parce que une bracha particulière, c'est notre bracha pour l'année. Une fois que j'ai quelque chose à faire, naturellement, je vais recevoir non seulement le but, le travail que j'ai à faire, mais je vais surtout recevoir tous les moyens. Oui, et parmi les moyens, on veut les moyens. En général, on n'a pas compris à quoi servent les moyens. On a la vie, on a la santé, on a l'intelligence, on a la réussite, on a le mazal, on a les connaissances que l'on va faire cette année qui vont servir au travail, etc. Et donc, on a une année magnifique. On vient de me poser la question, oui, mais alors on ne peut plus rien demander après Rosh Hashanah. Bien, sachez qu'en vérité, ce n'est pas qu'on ne peut plus rien demander. C'est que ce que brutalement vous avez comme idée de demander à Rosh Hashanah, oui, en vérité était contenu dans Rosh Hashanah. C'est-à-dire, vous n'allez pas demander pour rien quelque chose de plus dans l'année. C'est que dans le parcours de votre année, dans le parcours de votre année vont se révéler des nécessités auxquelles vous n'aviez pas prévu pendant Rosh Hashanah, et alors à ce moment-là, vous allez les demander, mais sachez qu'elles étaient déjà incluses dans Rosh Hashanah. Mais le propos que je voudrais déployer ici est très important, oui, et pratiquement va nous donner les clés de toute une vie entière. Et naturellement, ça commence dans Parashat Bereshit, et ça arrive avec la solution dans Parashat Noach. Oui. Eh bien, dans Parashat Bereshit, il y a un pasouk magnifique, oui, je vous le lis. Il dit, Venahar Yotse, un fleuve, il sort de Éden, les Ashkot et Agan. Il y a un fleuve qui sort de Éden pour venir abreuver le Gan Éden. Qu'est-ce que ça veut dire, Éden et Gan Éden? Éden, c'est plus que Gan Éden, puisque de Éden descend un fleuve qui va venir abreuver le Gan Éden. Généralement, les Mekolaïm disent que Éden, c'est Chochma. Au-dessus de ça, il y avait la volonté puissante d'Akadosh Baruch Hu. Oui, le Rasson. Et puis sa Chochma a commencé dans sa pensée à organiser le monde. C'est la raison pour laquelle que quand je pense moi à quelque chose et que j'ai envie de mettre en équation ma vie et que de l'amener à là où elle veut, si j'ai un Rasson puissant et que déjà se déploient dans mon esprit les stratégies qui me permettent d'y arriver, ces stratégies vont se concrétiser si je suis sérieux. Si c'est pas des idées en l'air, si c'est pas un peu olé olé, si ça dure. Et à ce moment-là, depuis ma tête, descend des situations. C'est ce que les Chachamim disent, il n'y a rien qui soit remettre Zifna Ratson. Rien. Mon Ratson est en train de dessiner les situations. Après, soit je suis matmid, oui, soit j'ai la atmada, soit je laisse filer, je tombe au milieu, je me décourage, je suis mitiaèche, oui, j'abandonne, je fais comme le trottoir. Le trottoir, à la fin de la ville, vous avez vu, la route, elle continue, d'abord elle est accompagnée par deux trottoirs, la route, à droite et à gauche, et puis après, la route, elle prend son chemin, le trottoir, il dit, ça y est, je ne suis plus, oui. S'il fait comme ça, il ne va pas aller. Il ne va pas aller. Il faut être dur. Il faut marcher jusqu'au bout. Il faut tenir. Oui. Il faut être courageux. Il faut être courageux et puis il faut y croire. Et vous allez avoir tous les problèmes pour ne pas y croire. Tous, il va falloir les surmonter les uns derrière les autres. Sans arrêt. Mais il va falloir quand même que je vous donne beaucoup de clés pour comprendre ça. Je reprends. Donc il y a un fleuve qui descend de Éden. Éden, c'est la Chochma d'Hachem, et qui vient abreuver le Gan Éden. Le Ashkot et Agan. Qu'est-ce que ça veut dire le Ashkot et Agan? Ça veut dire en vérité donner une vitalité à tout ce qui est dans le Gan Éden. Le Gan Éden, il a beau exister, mais il faut de la vie. Oui. Les plantes, elles sont même pas au-dessus de la terre, elles sont à ras du sol. Il va falloir les faire pousser. Les végétaux, les minéraux, les végétaux, les animaux, tout ça, ça demande une puissance de vie, ça bouge,
ça a une conscience en quelque sorte. Une conscience petite ou une grande conscience des choses. Toute cette vitalité-là, c'est un fleuve qui descend de la Chorma d'Hachem de Eden et qui viendra abreuver le Gan Eden. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, hein, c'est que le début. Hein. Alors, et je continue le pasouk. Venar Yosé, mais Eden, Hashkot et Dagan. Donc un fleuve, par fleuve, vous comprenez que par fleuve on entend un courant, un zrimata, une puissance, oui, qui apporte la vie, comme le fleuve, il apporte la vie à la terre, qui permet de l'abreuver, de faire pousser des arbres, faire pousser des fruits, que les gens puissent boire, etc. Alors le fleuve est synonyme de vie en quelque sorte, d'accord? Et juste après, c'est marqué, Umisham, et depuis le Gan Eden, Yipared, ce fleuve va se séparer, Yipared, Vehaya, les Arbarachim, et il va avoir 4 têtes. Il va prendre 4 têtes. Et on se demande bien à quoi ça rime, pourquoi le fleuve se coupe en 4, à quoi ça rime, oui? Alors je vous lis la suite du pasouk. Shema Echad, le nom du premier fleuve, c'est Pishon. Hu HaSovel El Koleres HaChavila. C'est lui qui entoure une terre qui s'appelle Chavila. Et à Shama, là-bas, il y a le Zahav, il y a l'or. L'or, c'est le kondik dans nos... C'est le kondik dans nos petits livres à nous, oui. L'or du kondik, non? C'est pas ça? Bon, on ne sait pas. D'accord. Et donc, là-bas, c'est la terre de l'or, oui. Ça, c'est le nom du premier fleuve. Le deuxième, il s'appelle Gihon, et on nous donne des noms. Et on se demande bien à quoi ça nous sert, parce que nous, on n'est pas l'Académie française, on s'en fiche un petit peu des noms, des dates et tout ça. Donc tout ça, c'est un enseignement général pour toutes les générations et pour toutes les personnes dans chaque génération. Chacun doit trouver sa nourriture personnelle. Le nom du deuxième s'appelle Gihon. Lui, il est sauvé avec colère sa couche. Là-bas, c'est l'Égypte, c'est la terre des Noirs là-bas. Veshem Anara Shlishi, le troisième s'appelle Hidekel. Hidekel, ça pique, oui. Hidekel, oui. Haoler Kidmas Ashur, lui, il est dans la terre de Ashur là-bas. Ve'anar Arvi, et le quatrième fleuve, c'est le Nahar Prat, oui, le grand fleuve, oui, et là-bas, il passe, ce fleuve-là passe autour, à côté de Retz Israël. Vient le Malbim, et il nous fait passer une étape. Et il le dit de la manière suivante. Toute l'activité humaine, d'une manière générale, quand un homme cherche à s'établir quelque part, il suit un fleuve. Il suit un fleuve, c'est une image, mais c'est aussi une puissance. Il va chercher une réalité, il va chercher une force. Le fleuve, c'est une force. C'est une force de transport, c'est une force de vitalité où ça apporte de l'eau, c'est une force, et donc la richesse, c'est une force où c'est moré derrière. Oui, où tu vas aller, tu as 360 degrés autour de toi, tu ne sais pas où choisir. Tu as un fleuve, le fleuve il va quelque part. Oui, il y a une pente, le fleuve suit son eau. Le fleuve suit son eau, d'accord? Et donc, il y a une plante, et là-bas on suit le fleuve. C'est cette image qu'a voulu montrer la Torah, d'accord? C'est cette image. Et donc, elle est venue, la Torah, elle nous a dit, voilà, il y a un fleuve. Il n'y avait qu'un fleuve qui abreuvait tout le monde. La vitalité, elle était unique, en quelque sorte. Où elle était unique? Au Gan Eden. Oui. Et cette vitalité unique du Gan Eden, quand Kadosh Baruch Hu prévoyait que l'homme puisse manger du fruit de l'arbre de la vie et vivre éternellement, oui, mais que son projet a été contrarié, car on a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance, et que donc, à ce moment-là, on a perdu la vie, on n'a pas pu manger l'arbre du fruit de la vie. On aurait dû vivre éternellement au Gan Eden. Éternellement au Gan Eden. Et donc, on était abrivé on aurait été nourri d'une vitalité puissante, grande et unique, unifiée. Oui, et voilà que on n'a pas fait ça. On n'est pas resté au Gan Eden. On a même été rejeté du Gan Eden. Et alors, à ce moment-là, en étant rejeté du Gan Eden,
on va se retrouver dans notre monde à nous. Mais dans notre monde à nous, où on va aller? Et donc, Akadosh Baruch Hu a prévu qu'en cas de défaillance d'Adam Arishon, qui n'est pas capable de rester au Gan Eden, et qu'ils doivent abandonner le Gan Eden et venir dans notre monde à nous, alors à ce moment-là, il a fait que le fleuve, la vitalité qui nourrit l'existence de tout dans le monde, cette vitalité se subdivise en 4 fleuves. 4 vitalités puissantes, oui, chacune avec sa trône, chacune avec son caractère. 4 vitalités qui vont être les 4 seules vitalités du monde. La première vitalité, oui, on a dit que le premier fleuve, il s'appelait Pishon. Pishon. Shema Echad, Pishon. Hu a sauvé, et on ne comprend pas le psukim parce que c'est marqué, lui, le Pishon, il est sauvé, il entoure Shema Echad Pishon, Hu a sauvé et koleres ha-chavila, Asher Sham ha-za'av. Là-bas, il y a de l'or. Bon. Oui. Ve'za'av haaretz hahu tov. Et on nous apprend que finalement, l'or de cette terre-là, il est bon. Mais on n'a aucune référence. Pourquoi l'or là-bas, il est bon? Et pourquoi l'or est bon? L'or, pardon, est bon? Quel rapport? Alors le passage continue. Et il nous explique. Vous savez pourquoi l'or, il est bon? Parce qu'on achète des choses qu'on a encore plus envie que l'or. Oui? Vesham V'hazav haaretz hahi tov. Sham Abdullah, Ve'aven Hashoam, là-bas, il y a des belles pierres. Donc, c'est créer une idée de commerce, de richesse. Il y a de l'or qui est une valeur de référence appréciée, mais il y a des pierres précieuses que l'on doit acheter avec de l'or. Ça y est, la machine du commerce s'est mise en place. Et donc, ce fleuve-là, cette vitalité, cette puissance, elle décrit le premier instinct de l'homme, les premiers sheifot, première inspiration de l'homme. L'homme, quand il est sorti du Gan Eden, et que, au lieu de s'occuper de son créateur, il va s'occuper de je sais pas quoi, la première chose dont il va s'occuper, le premier fleuve qui va l'entraîner, la première vitalité qu'il va prendre, c'est l'or. Il va rechercher la richesse. Parce que quand on ne sait pas quoi faire de sa vie, alors on nous explique. Oui, tu peux être businessman, tu vas ramasser de l'argent. Et ça parle tout de suite. On est dans un système dans lequel on comprend qu'il y a une vitalité dans le système. Oui, mais qu'est-ce que je fais avec l'argent? Ben, tu achètes des pierres précieuses. Oui, et bon, qu'est-ce que je fais avec les pierres précieuses? Ben, tu es content, parce que plus tu en as, plus tu es content. Oui, et donc on est rentré dans un système dans lequel il y a une vitalité, un système interne, un système, une tautologie, un système, une fondation totale. Il marche tout seul, le système. Et donc, le premier système dans lequel l'homme est sorti, quand il est sorti du Gan Eden, il a trouvé le premier fleuve, la première vitalité, le premier monde, le monde de l'argent. Oui. Et alors, à ce moment-là, hein, les gens vont rentrer dans le monde de l'argent, et ils vont passer leur temps à en gagner, puis à acheter, puis à regagner pour pouvoir reacheter, puis à regagner pour pouvoir reacheter. Et ils passent, là, ils passent tranquille. La vie, elle passe de 19 ans à 120 ans. Qu'est-ce que ça fait, toi? Ben, j'ai acheté la Tesla. Et toi? Non, moi, j'ai pas acheté la Tesla, j'ai acheté la Mercedes. Et toi, qu'est-ce que ça fait? Ben, j'avais de l'argent, je l'ai placé. J'ai acheté une villa à la mer. Non, qu'est-ce que ça fait? Moi, j'ai acheté un Ramatuel, etc. Et donc, la vie, elle est là-dedans. Le passeport sur le fleuve Pishon. Oui. Hon, qui décrit la richesse. La richesse. Ben, il est là. Ben, c'est Bereshit. Non, c'est dans les Non, je aussi. Regarde, je voudrais savoir où je le retrouve pour bien l'écrire sans faute. D'abord, c'est Bereshit, Bet, Yud Aleph. Yud Aleph. Bereshit, Bet, Perek Bet, Yud Aleph. Et donc, oui, c'est quoi la question là? Non, c'était ça, mais aussi où il se trouve. Rachid dit que c'est le Nil.
Non. Le Nil, ça va être couche. Hein? Rachid dit le Nil? Bon, le Nil. En tout cas, ces terres vont être identifiées. Et vous savez que la terre, elle a un caractère. Vous allez en Amérique, oui, vous allez dire time is money. On ne peut pas échapper au système. Vous avez beau être sadique que vous voulez, la terre, elle a une vitalité, elle vous nourrit, ça passe par vos jambes et ça monte dans la tête, oui. Vous allez vivre comme un Américain. Vous allez en Angleterre, vous allez prendre un costume pied de poule, oui. Oui, c'est vrai. Mais ils ne comprennent pas que c'est l'autre porte. Oui. Vous allez prendre un costume pied de poule et vous allez, à 5 heures, vous arrêtez de travailler. Cup of tea. Voilà. À 5 heures, on arrête de travailler, cup of tea. Oui. Ça, ici. À 5 heures, on arrête de travailler et vous allez dire, au bout d'un certain temps, quel dommage qu'on ait perdu les Indes, ça nous a rapporté beaucoup d'argent. Vous avez beau venir du Yémen, du Maroc, oui, que ce soit de Marrakech ou d'Agadir, de toute façon, vous finirez par dire quel dommage qu'on a perdu les Indes si vous allez habiter à Londres. Oui, il n'y a pas moyen d'échapper. Cette terre-là, elle donne son caractère. Et donc, il y a le premier caractère, c'est quoi? Le premier caractère, c'est la richesse. Et c'est un monde, une logique totale, c'est un monde entier. Il fonctionne parfaitement. Ça marche. On rentre dedans, on est porté comme dans un tapis roulant, on avance. Bon, il y a ceux qui ratent, ceux qui réussissent, ceux qui ratent plus ou moins, ceux qui réussissent énormément. Et ainsi de suite, le monde, il est là. On est dedans. Ça, c'est le premier fleuve qu'a rencontré Adam Arishon quand il est sorti du Gan Eden. Le deuxième fleuve, à Nahar Hasheni, c'est Gihon, où a sauvé et Kol Eres Kush, la terre des Noirs. L'Afrique. L'Afrique, ouais. Et là-bas, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Le monde des Tavot, Goufniot, du Znout, de ce qui compte, c'est l'Avodazara, des machins comme ça. Il y a pas, on ne parle pas d'argent là-bas. Oui, l'argent est une consécration de celui qui est le plus, qui manifeste le plus d'appétit pour ce monde-là. Donc l'esprit là-bas, c'est les appétits corporels. Tous les appétits que les gens ils ont, les plaisirs, les machins comme ça, c'est le monde on s'abandonne au monde des plaisirs. Et là-bas aussi, c'est un système parfait. Il fonctionne. Il n'y a aucun souci dessus. Ça tourne, oui. C'est le deuxième fleuve. Donc, quand on est sorti du Gan Eden, eh bien, là-bas, il n'y avait qu'un seul courant, une seule vitalité qui nourrissait, qui abreuvait le Gan Eden. Et tout était harmonieux. On est sorti du Gan Eden, il s'est séparé, le fleuve qui nourrissait le Gan Eden, il s'est séparé en 4 fleuves. Le premier, c'est le monde de l'argent, Pichon. Le deuxième, c'est Gihon, hein, ça. Le deuxième, c'est Gihon, qui est le monde des appétits, le monde des plaisirs, le monde des choses corporelles, qui peut être poussé à l'extrême. Hein? Ces deux mondes, c'est pas pareil, l'argent et... Ah bon, parce que l'argent, c'est pareil au monde des appétits. Avec, si mon Icar, c'est l'argent, je peux avoir des appétits. Si mon Icar, c'est des appétits, en étant un grand spécialiste, je peux ramasser de l'argent des autres. Mais le Icar, il faut savoir où il est. Où est-ce qu'il est le principal? Dans le business? Ça, c'est Amérique, Angleterre, le Nord. Quand je rentre dans le Mishkan, dans le Nord, il y a la table avec les pains d'assignation. Et le Sud, oui, c'est la chorma, spiritualité magnifique, ou la ville, spiritualité tordue. D'accord? Sud, c'est ça. Donc le monde. Vous avez dit l'argent, c'est la consécration des davot. C'est-à-dire après les manques se mélangent, évidemment. Celui qui a beaucoup d'argent, il ne sait plus quoi acheter. À la fin, il dit, je cherche quoi acheter, je suis là, je suis en train de me demander quoi acheter. Et alors, il achète, il traverse les mondes, il va dans des mondes où il achète des trucs. Il achète un menhir. Oui, il achète un menhir. Il va chez les Gaulois, il achète un rocher. Parce que sa voisine, elle a un rocher qui lui rendait beaucoup de service. Donc, il achète le même. C'est le monde
de l'argent. Maintenant, après, le monde des ta'avot et du plaisir. C'est un deuxième monde. Deuxième fleuve. Le troisième fleuve, donc le troisième courant qui va entraîner toutes les consciences du monde, oui, il s'appelle Hidekel. Pic. Là où il y a un monde entier. Et qu'est-ce que c'est quoi ce Hidekel? Hidekel, il entoure. Alors le deuxième monde, c'est couche, naturellement l'Afrique, etc. C'est vrai, le tigre, qu'on appelle le fleuve le tigre. Non, le tigre, je ne sais pas. Normalement, c'est le tigre. Oui, ben non, c'est le tigre. Moi, je ne connais pas la géographie. Je ne sais pas où c'est Roche à l'écran. Enfin, si, ça, c'est ça, je sais. Mais, et donc, le troisième fleuve s'appelle Hidekel. Et là-bas, hein, c'est un autre monde encore. Le monde du kavod, le monde du pouvoir, le monde de la puissance. Un homme, il cherche soit l'argent, soit les appétits corporels, soit la puissance. C'est un monde, et chacun de ces mondes est un monde complet. Il a ses forces, il a ses relais, il a ses réussites, il a ses constructions. Oui, ça pousse, les gens sont poussés à construire pour l'argent, ou poussés à construire pour les appétits corporels, ou poussés à construire pour le kavod. Et lui, il amène la guerre, la puissance, et les tumultes, les armes, les machins, et ça se bat à droite, à gauche, etc. Et c'est un monde entier. C'est un monde qui vit. Vous allez chez les terroristes, ils ont une vie entière. Toute leur vie, elle est construite autour de principes, oui, qui sont des principes de guerre. Oui, ou bien il n'y a pas que ça. Les nobles des temps anciens, ils étaient nobles parce qu'ils faisaient des combats pour le roi. Donc ils avaient un titre de kavod, etc. Donc le kavod, ça tire les gens, les appétits corporels, ça tire les gens, et l'argent aussi, l'or, ça tire les gens. Et tout ceci est plus ou moins situé dans des terres. Ces terres sont en quelque sorte baignées, abreuvées de ces cochotes-là. Et si je quitte la Russie, je quitte le kavod pour rentrer en Amérique où je rentre dans l'argent, je quitte l'argent, je vais en Afrique, je rentre dans les appétits corporels, et ainsi de suite, avec les pays intermédiaires naturellement. Et ce n'est qu'une question de temps. Je ne peux pas échapper à ça. Et je voudrais vous faire remarquer une chose. Si chaque endroit, il a sa puissance. Ouais. Chaque endroit, il a sa puissance. Aujourd'hui encore. Tout le temps. Aujourd'hui encore, ça marche comme ça. Oui. C'est pour ça que l'Amérique, elle est comme ça. Oui. Parce qu'il y a Oui. un peuple qui abreuve ça. Oui. Le problème, sa vitalité, elle la reçoit là-bas. Et c'est marqué sur le dollar. In God we trust. Alors, c'est mieux que ça, sur le dollar. Je crois en Dieu, il bouge le dollar, oui. Qu'est-ce qu'il y a sur le dollar? In God we trust. En Dieu, je crois. Ouais. Sur le... Ouais. Non. C'est marqué ça. Chacun, c'est son Dieu, quoi. Il a sa vitalité. Et ne croyez pas que ce sont des systèmes qui sont incomplets. C'est des systèmes parfaitement complets, qui nourrissent leur homme quand ils se font avaler dans le système. D'accord? On est avalé soit par l'argent, on est avalé par les appétits, on est avalé par le kavod. Et c'est des systèmes complets, entiers, qui nourrissent l'homme et qui lui font passer une vie entière dedans. Naturellement, aux franges de ces systèmes, vous avez des passages, oui, mais ça, c'est la vie. Une fois que je vous ai dit ça, je voudrais vous le dire de manière pire encore. De manière pire encore, oui. C'est qu'en vérité, ça nourrit, cet appétit nourrit toute ma spiritualité. Je ne peux pas m'en sortir. C'est-à-dire, quand je suis dans une logique d'argent, je suis dans une logique d'argent. Quand je suis dans une logique d'appétit corporel, de ce truc comme ça, dedans on rentre les drogues et tout ça aussi, hein, oui. Quand je suis dans une logique comme celle-là, il n'y a quasiment aucun moyen pour moi de m'en sortir. Je suis dans ce monde-là, je n'en sors pas. Je ne sors pas du monde du kavod non plus. Je suis noble, personne ne me parle mal, je vais le tuer celui qui me parle mal, etc. Et donc je rentre dans un monde, je rentre dans une logique, je rentre dans une vitalité. Je ne sais pas sortir de ça. Et si je veux sortir, encore pire que ça,
C'est comme quand vous avez collé quelqu'un qui a été blessé et le pansement il est collé à la peau. Si il arrache le pansement, il arrache sa peau. Oui. Et donc quand je suis dans ces systèmes-là, on est tous dans ces systèmes, en théorie, je ne peux pas en sortir. Vous ne pouvez pas être africain en Angleterre, vous ne pouvez pas être américain en Russie, vous ne pouvez pas être russe en Amérique. Oui, c'est pas possible. On est dedans, on est enfermé dans le système. C'est la vitalité même de l'endroit qui nous nourrit. C'est ce qui s'est passé quand Adam Arishon est sorti de là, alors qu'auparavant, tout cela était réuni harmonieusement dans le Gan Eden. Mais on est sorti du Gan Eden. Mais comment vous expliquez que les islamistes ils se déplacent justement dans le monde et ils arrivent à perpétrer avec c'est la force du mouvement. C'est-à-dire, tant qu'ils seront en mouvement islamiste, oui, ils ne se laisseront pas assimiler. Oui, si jamais ils se posent, s'ils rendent leurs armes, ils peuvent, à partir de ce moment-là, s'assimiler, devenir américains, non? Et sinon, tant qu'ils ont la vitalité, en eux, ils perpétuent ce truc-là, ça marche. Mais on est en train de parler en termes de génération, on n'est pas en train de parler en termes d'immigration, la première ou la deuxième ou la troisième immigration. Oui, on n'est pas en train de parler. Les Arabes qui étaient en Espagne, qui ont conquis l'Espagne, ils sont devenus espagnols. Même si c'était des Arabes et qu'ils étaient très conquérants. Oui, c'est une question de temps, il n'y a pas moyen de faire autrement. Mais tant qu'ils sont dans un élan personnel, alors ça ne s'arrêtera pas et ils seront en guerre permanente. Alors comme nous, on a des vies limitées, dans le courant de notre vie, on ne sait pas si le phénomène va arriver, donc ça fait des batailles. Maintenant, et c'est les systèmes dans lesquels on est, ils sont collés à notre peau. Ils ont une logique dont on ne peut pas se départir. C'est pas possible de s'en sortir. Mais vous auriez dû déjà me demander, avant de me demander comment on fait, le quatrième système, le quatrième fleuve. Oui. Hein? C'est l'Euphrate. C'est l'Euphrate. Et le fleuve, le quatrième fleuve, l'Euphrate, qui s'appelle un grand fleuve, alors qu'il n'est pas un grand fleuve, l'Euphrate, oui. Il s'appelle grand parce qu'il vient autour de Eretz Israël. C'est la frontière de Eretz Israël. Il s'appelle grand grâce à proximité. Bien sûr. Je parle pratiquement. Là, vous avez dit le fleuve en Amérique, ça. Chaque fleuve, il a une... Maintenant, il s'appelle, dans la Torah, il s'appelle Pishon. Bien sûr, il existe dans la pratique et il existe dans la superstructure, dans l'eau. Tout ça, il fait un système dont on ne peut pas sortir. Ça colle à la peau comme un pansement quand on n'arrive pas en anglais, on arrache sa peau avec. D'abord, ça colle. Non, mais je sais pas, je peux une question bête. Non, mais c'est quoi? C'est le fleuve qui donne sa puissance? Mais non, c'est la terre qui donne la puissance. La terre, elle est abreuvée d'une puissance. Je mets les pieds au Grand Canyon. Je suis américain, je mets les bottes truquées avec les éperons et le chapeau, machin. Ouais. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Enfin, c'est tout. Donc ici, là où on en est, le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. C'est quoi ce quatrième fleuve? Oui. C'est quoi ce quatrième fleuve? C'est le fleuve de la vitalité de la Torah. C'est-à-dire, il y a, de la même manière qu'il y a un système d'argent parfait qui fonctionne, qu'il y a un système d'appétit gouffanique, de znout, etc., qui fonctionne, qu'il y a un système de kavod, silout, je suis noble, je suis duc, je suis comte, qui t'a fait roi, et je ne suis pas n'importe qui, ce système fonctionne aussi, ça pousse les hommes à agir, et c'est un système qui est parfait en soi, puisque grâce à ça, je construis des palais, je construis des villes, je fais des armées, tout ça. Donc tout ça, ça a des logiques. Il y a un quatrième système, c'est le système de la Torah, de la Chokhma, du monde qui est le nôtre. Et ce qu'il y a d'extrêmement réconfortant, oui, vous l'avez déjà compris, ce qu'il y a d'extrêmement réconfortant, c'est que puisque j'ai dit que l'argent, c'est un système parfait et total en soi, que les appétits du gouffre, c'est un système parfait en soi,
que le système du Kavod, ça construit des sociétés, des civilisations entières, et qui est parfait en soi, sachez que le système de la Torah et de la Chorma est aussi un système parfait en soi. Mais comme nous, on est collé soit à l'argent, soit au Goufani, soit aux appétits, soit au Kavod, alors à ce moment-là, ce système, il paraît, c'est un parent pauvre. On n'a pas envie d'abandonner l'argent, ni l'appétit, les appétits, ni le Kavod. Il y a un mélange des quatre, ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe, mais il y a toujours un truc directeur. Il y a toujours un mouvement directeur. Il y en a qui sont, quand ils sont en concurrence argent-Kavod, il y en a qui vont Kavod, il y en a qui vont argent. Oui, et ainsi de suite. Comme il y a une concurrence appétit corporel et argent, vous avez un mouvement vrai. Et comme nous sommes sécurisés dans un mouvement, la société, elle sait vivre harmonieusement, elle sait vivre harmonieusement ces mondes-là. Suffisamment de Kavod, suffisamment d'argent, et elle a même un SMIC, ouais, enfin minimum quand même pour vivre, etc. Suffisamment d'argent, donc on est sécurisé. Les choses, elles sont établies, et ça nous colle à la peau. On ne pourra pas sortir de ce système, oui, sans y laisser sa peau. Quatrième système, le système de la Torah, dans la Torah. Sachez que ce système est aussi, voire plus, complet que les trois autres systèmes sans aucun problème. Mais nous, on condescend, oui, à faire de la Torah. Ben, il faut quand même manger, il faut quand même faire du kiff, il faut quand même avoir du kavod, une situation sociale, etc. Et on condescend, on dit, bon, ben, il faut aussi, ça, sûrement, on ne sait jamais. Sachez que le système de Torah est plus fort que ce système, sauf qu'on n'y rentre pas. Quand on est rentré dans le kavod, on voit ce qu'il procure. Bien. Quand on est rentré dans l'argent, bien, on voit ce que ça procure. Et on voit toutes les opportunités que ça nous a ouvertes dans la vie. Mais quand on rentre dans la Torah, on ne rentre pas assez. Évidemment que si tu rentres dans le business pas assez, tu ne vas pas faire d'argent. Si tu rentres dans le kavod à reculons, ouais, j'aime le kavod, mais il ne faut pas que je travaille. Hein, oui. Alors à ce moment-là, tu vas rentrer à reculons, tu ne vas pas avoir de kavod non plus. Et pareil dans les appétits. Il y en a qui mangent, chez les goyim, ça existe, ils mangent des ortolans. Les ortolans, c'est des petits oiseaux spéciaux. Ils mettent un tissu sur les yeux. Ils savent manger des ortolans. Oui. Et donc, dans tous les systèmes, il y a un travail. Et dans la Torah, on ne travaille pas. On veut un peu de chorma, mais avec le minimum de travail. Et surtout, ne pas abandonner l'extrême sécurisation de ce que fournit le kavod. Moi, je suis médecin. Mon fils, il est médecin. Il a bouquin, machin, ça. Les diplômes. Je ne pas abandonner la sécurisation, l'ordonnancement du monde dans lequel tout fonctionne. Donc, je la Torah du bout des doigts. Donc, je ne rentre pas dans le système, et le système ne me donne rien. On me donne peu. D'accord? Et vous avez un quatrième système, et on est tous collés dans ces systèmes. Si je fais le constat de là où on en est maintenant, catastrophe. On n'a pas le choix, on est obligé de manger, on est obligé de gagner notre... C'est exactement ce que l'on dit de manière à ne pas bouger du tout. Eh bien, elle a raison. Elle a raison. Exactement ce que l'on dit. Alors, celui qui prend de front, oui. Vous avez un exemple de personne qui est... Ah oui, Baba Sali, par exemple. Vous savez, il prend la bouteille comme ça. Il avait... Quoi? Mais on doit. On doit, pas on peut. On doit, mais oui, c'est parce que non, je veux bien Baba Salé, mais je veux bien le kavod, je veux bien l'argent, je veux pas trop bouger, je veux bien tout en même temps, c'est ça. Quand tu cherches l'argent, quand on cherche l'argent, on cherche l'argent sérieusement. Non mais genre quoi, vous êtes en train de dire ça par exemple. En plus, Baba Salé, excusez-moi, je crois qu'il était très riche, et il s'est marié, il avait plein de femmes, donc pour dire qu'il y a eu tous les trucs... C'était des à côté. Ouais, Abraham aussi était très riche. Yaakov était très riche. Nous on n'a pas été bêtes pour.
n'a pas vu on a dit de pas avoir le truc de l'argent et le cas de je peux dire qu'on ne peut pas trop donner un exemple comme le Baba Stali. Ça, c'est bon, alors ça réunit quand même. Alors, on peut donner des tamis des Chachamim. Oui, ça veut dire. Eh ben, le Chazoni, je vais. Une spiritualité tellement forte, Mais et une élévation tellement forte qu'ils ont réussi à vivre dans la pauvreté, ils ne voyaient même pas que c'était la pauvreté. mais ils n'ont pas vécu dans la pauvreté. La pauvreté, c'était. Quand je vis dans l'argent, je m'en fiche du kavod, parce que je suis un homme d'argent. Oui. Quand je vis dans le kavod, je m'en fiche de l'argent, je dis gardez votre argent, je veux du kavod. Chacun vit là où il met l'accent de sa vie. Kavod, c'est quoi? C'est les honneurs? C'est la bagarre. Si je suis propriétaire c'est moi le président. C'est ces choses-là. Mais il suffit d'aller voir Kavod. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont choisi? La vraie Torah, Voilà. sans être dans la salle. Alors, C'est ce que j'ai voulu dire, c'est ce que j'ai voulu dire. On a des médecins, on a des ingénieurs, on a de tout. Et on a des tzadikim en même temps. Il y a des gens qui sont morts à la guerre, là, qui étudient la Torah, je connais quelqu'un personnellement, qui était marié avec 2 enfants, qui était préparé son rabbinat, et il est mort à la guerre. Donc il avait un métier aussi, il avait les deux. c'est pas dit. Et la Torah, et On n'est pas obligé d'avoir les deux et on n'est pas obligé de ne pas avoir les deux. Chacun vit sa vie. Celui qui veut aller au bout de sa vie, il ne se pose pas la question est-ce que je vais être riche à moitié. Il va, il est riche. Il veut du kavod, il veut être des grands titres, il les aura. mais c'est pas une question de kavod, c'est une question d'avoir un métier d'une parnassin. On n'est pas obligé d'avoir un métier de ça. Quelqu'un qui va au bout, on n'est pas obligé. On peut aussi s'équilibrer beaucoup avec ça, et que si on n'a pas de métier, on ne sait pas comment vivre. Mais je suis en train de parler ici des courants puissants qui nous animent. Évidemment que celui qui veut faire un compromis, il dit bon, mon kavod jusqu'ici, je ne vais pas être président, donc je m'arrête à ici et je veux de la parnasse, je veux de l'argent. Oui. Ou bien je veux de l'argent et je veux de la Torah. Chacun met la barre là où il veut. Mais les barres, il faut qu'on les connaisse. Et les mots, il faut qu'on les connaisse. Il y a les 4 puissances, je vous les ai données. C'est quoi l'équilibre là? Hein? Voilà, C'est quoi l'équilibre? Ouais, voilà, l'équilibre. Il faut un équilibre. Oui, ça veut dire. L'équilibre. On peut pas être avassalé. Non, franchement, on peut aspirer, mais on a Voilà, des même. aspirations. Ça veut dire qu'il y a des gens qui aspirent à plus de. Et on peut pas aller au de suprême comme ça. Non, mais voilà, on veut. Non, mais c'est quoi? C'est trop vague, c'est trop dur. C'est pas trop vague, c'est très précis. Oui, mais on n'est pas. Soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Non, alors, il y en a qui sont que ça. Il est que kavod, il est roi. Oui, il est que argent, il est, je sais pas qui, un des grands riches. Oui, il est que appétit, il est roi en Ça veut Afrique. dire quoi, il est que? Ça veut dire qu'il n'a pas de Torah. Non, on est en train de parler. Je vous montre les grands courants. Ah, quoi? Je vous montre les grands courants. grands courants. Les grandes vitalités, Mais les grandes logiques. Mais genre, par exemple, quelqu'un qui est de l'argent, qui est que argent, il n'est pas autre chose. Mais non, il est autre chose. Il vit évidemment, il s'est marié, etc. Celui qui, après, il a mis l'accent sur quoi dans sa vie? D'accord, ok, l'accent. ok. Là, il a mis l'accent sur quoi dans sa L'accent, vie? en fait. Ça veut dire, c'est quoi sa vérité? Nous, on extrémiste, c'est pas. J'en sais rien. C'est quoi sa vérité? La vérité. C'est quoi sa vérité? Il a mis un point sur lequel, il a mis un point sur lequel il ne transigera pas. Jusque là, j'y ai pas. Voilà. Là, j'arrête. Je suis tellement cavote qu'on ne me parlera pas comme ça. Hop, il démissionne, il a besoin d'argent. Ou l'autre dit, non, il n'est pas question. Que tu m'as dit que je suis idiot? Je ne suis pas idiot, je suis pire qu'idiot. Et il reste avec l'argent. Chacun trouve son équilibre comme il le souhaite. Mais les courants sont puissants. Très puissants. Les courants dont je vous parle sont très puissants. Et la preuve, on n'arrive pas à étudier la Torah sérieusement. C'est très difficile. C'est pas autant quand je vous identifie le courant, quand je vous parle de kavod, diplôme, machin, pouvoir, on comprend ce que ça veut dire. Quand je vous parle d'argent, vous comprenez ce que ça veut dire. Appétit corporel, vous comprenez ce que ça veut dire. Quand on parle de Torah, n'est-il pas nécessaire de mettre un peu d'eau dans notre vin? Oui, parce que ce courant-là, on ne l'identifie pas. On ne comprend pas qu'il y a beaucoup à gagner dedans, mais que c'est un courant comme les autres. Au moins, on sait que c'est un courant comme les autres. Il y a une puissance dans la Torah qui est largement et supérieure même à tous les autres courants. Notre problème à nous,
c'est que nous sommes très asservis aux trois autres courants. C'est une question d'éducation. Si on L'éducation nous a donné notre forme. Elle m'a dit, tu vois, le kavod, c'est jusque-là. Tu vois, les appétits corporels, c'est jusque-là. Et dans chaque famille, elle a mis sa part. Et donc, j'ai attrapé 2-3 logiques, et je vis dans ces 2-3 logiques-là. Quand on parle de Torah, c'est le parent pauvre, en général. Si tu peux, il faut que tu étudies quand même de temps en temps. Si tu peux. Si tu peux pas. Allah les courants dont vous parlez chacun. Je n'ai pas fini, hein. Je sais, mais on a été abreuvé toute une vie par les courants. Alors, c'est ça. Plus ou moins. Comment là, on a un dehors de on est tous abreuvés. Voilà, on est abreuvés. On a un dehors de tchouva où on n'a peut-être pas vécu et grandi et été éduqué dans un monde de Torah tel que vous décrivez. Mais même avant, ils n'étaient pas. Même avant, ils avaient des problèmes. Vous croyez qu'avant, ils n'avaient pas de problème? C'est pas nous, oui, nous on a été éduqués par ceci, par les gommes. Avant aussi, ils avaient cette éminence. Ils avaient, et ceux-là, c'est ceux qui avaient de la chance. Il y en avait, il y a les autres aussi. Il y avait tout le monde. Au final, ceux qu'ils ont fait, après ce qui reste de leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est ce qu'ils étaient vraiment eux-mêmes. Voilà, exactement. C'est le Icar qui passe. En fait, comme je vous ai dit. Il n'y a pas eu autant de nous-mêmes. Voilà, si eux, ils avaient. Non, mais vous avez compris, quoi. Donc ici, on se retrouve, on est prisonnier de notre propre fonctionnement. J'ai des logiques, je ne veux pas m'en départir. Il faut travailler pour gagner de l'argent, c'est une logique. Il faut gagner de l'argent, il faut travailler pour avoir du kavod, c'est une logique, oui. Et donc je dois travailler pour avoir du kavod, et ainsi de suite, du plaisir, etc. D'accord? Maintenant, on ne sait pas sortir de ces logiques-là pour attraper la logique du monde de Torah. C'est très difficile. Et je vous ai dit, nous sommes collés à ces puissances-là comme un pansement. Si je l'enlève, je décolle la peau, donc je suis très prudent avant d'enlever. Comment je m'en sors? Pour avoir un aperçu vrai sur le 4e mouvement. Quoi? En étudiant la Torah, on crée un équilibre. Je ne cherche pas à créer un équilibre, je cherche à trouver une force que je ne trouve pas. Je cherche à trouver un courant que je ne connais pas. Si je fais un équilibre, bien. Je ne cherche pas un équilibre. Je cherche, de la même manière que je comprends bien l'argent, que je comprends bien le kavod, que je comprends bien les appétits corporels, je voudrais bien comprendre le fond de Torah aussi. Et généralement, ce n'est pas un équilibre que je cherche, mais c'est une vérité que je cherche. Où elle est la vérité de la Torah? D'accord? Et comment accéder à ce que pour moi la Torah soit un monde vrai, comme le monde de l'argent, il est vrai pour moi, comme les autres mondes sont vrais pour moi. Comment je fais? Et c'est ça la problématique. Trouver un peu de vérité. Parce que pourquoi c'est un parent pauvre? Parce que je ne vois pas l'intérêt de la Torah. Je vois gentiment, ouais, il faut être équilibré, c'est bien, j'ai un arrière-grand-père qui était grand rave, etc. Et il faut retrouver ses racines, machin. Je ne parle pas de ça. Je parle de trouver le 4e courant. De le trouver. Comment faire? Oui? Comment faire pour trouver la vérité qu'on ait envie vraiment de la Torah, comme on a envie de l'argent et des autres trucs? Envie. Faut avancer. Faut aller dans la... Avoir envie et comprendre que c'est aussi vrai. Pas, je veux bien m'équilibrer parce que c'est bien d'être équilibré. Pas ça. Comment avoir envie, comme je comprends l'argent, il faut que je comprenne. Savoir que c'est le seul bonheur. J'ai pas dit le seul. J'y vais à tâtons. Oui. J'ai dit comment trouver que ce soit aussi vrai pour moi la Torah que le. En fait, quand tu dis le courant qui s'appelle la Torah, le 4e, c'est l'homme qui vient sur terre, il veut comprendre qu'est-ce qui l'entoure, quel est ce monde dans lequel il se trouve, comment est son créateur. Ça, c'est la théorie. Mais on tape à la porte, sa femme me dit, tu vas m'acheter les brochiches, s'il te plaît. C'est fini la théorie, il faut savoir combien j'ai d'argent dans le porte-monnaie, combien je vais en avoir pour demain, etc. Ça tombe tout de suite. Par contre, les manger, le kavod, tout ça, ils ne tombent pas tout de suite. Comment trouver la vérité de ce monde-là? C'est ça que je dis. Alors qu'on est collé aux logiques puissamment.
C'est même pas un reproche. quelque chose. Hein? Bon, le premier pas, c'est pas déjà de vivre en Israël, parce que ça nous rapproche de la vérité, puisqu'on est... Et en Israël, on ne prend pas de chiche. Et en Israël, on a besoin de... Non, là, il faut l'appartement, il faut le... On peut ne pas là où vache, il y a des fruits qui tombent comme ça. Bien sûr, c'est comme ça que ça se passe, les fruits tombent. On veut mettre à Mashiach. Hein? On veut mettre à Mashiach. C'est bien. Alors comment? Je parle très pratiquement. Alors, la solution est en vérité dans la parashat Noach. Noach, vous savez quoi, on en parlera la semaine prochaine. Noach, je vous donne juste l'idée. Noach, lui, il s'est trouvé noyé dans un monde qui est le nôtre, oui, mais ils ont été très loin dans le vol, ils ont été allés très loin, ils se sont dévoyés, ils ont pris n'importe quelle route sur le plan des appétits corporels, oui, ils ont cavote, tout ça, ils ont pourri le monde entier, d'accord? Pris dans ce courant, il n'y avait qu'une seule chose, rentrer dans l'arche, une arche, dans laquelle les personnes ont envie de comprendre un peu de ce quatrième courant, un peu de Torah, vivre, et l'arche en vérité, Teva, c'est je monte à la Teva. Teva, c'est le mot. Un mot. Il va falloir apprendre à parler. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir guider votre conscience de manière qu'avec mes mots, oui, j'arrive à créer un monde à moi dans lequel j'ai équilibré. La Torah, elle vient avec les mots. On en parlera à Bezrat Hashem la semaine prochaine.